Et je considère qu'en effet, les représentants du peuple ont un professionnalisme, une sagesse et permettent un débat contradictoire de qualité. Loin de moi, et donc, cher Jean-Michel Baillet, de condamner le travail parlementaire. Je voudrais attirer votre attention sur les raisons profondes et qui sont des raisons d'avenir que nous rencontrerons de plus en plus souvent qui justifient cette démarche et cette demande de motion référendaire. Il y a 3 raisons de nature différentes mais qui convergent sur ce sujet, Madame le garde des Sceaux, qui me font militer avec conviction pour la motion référendaire et donc le recours direct au suffrage universel. J'ai bien entendu les arguments liés à la Constitution. J'aurais pu en ajouter d'autres politiques. Le référendum peut parfois flatter l'émotion et se nourrir de l'émotion, ce qui n'est pas la bonne façon de travailler. Le référendum appelle parfois des réponses à des questions qui ne sont pas posées. Nous l'avons vu par exemple en 2005 lors du référendum sur la Constitution européenne. Mais en l'espèce, il y a 3 types de considérations que nous allons rencontrer dans l'avenir et sur lesquelles, mesdames et messieurs les sénateurs, nous serons obligés, en qualité de parlementaires, de nous prononcer. La première raison, on l'oublie souvent, c'est tout simplement l'effet du quinquennat. Le quinquennat a profondément modifié notre République. Et nous arrivons, oui, je partage ce sentiment, et nous arrivons à une situation où, au soir du 2e tour de l'élection présidentielle, le seul rendez-vous qui compte avec l'opinion véritablement, en tous les cas pour les observateurs de la vie politique, est le 1er tour de la prochaine élection présidentielle 5 ans après. Les élections locales deviennent des élections contracycliques, ce qui fait que les élus locaux ne retrouvent pas leur travail, mais sont sanctionnés ou soutenus pour des raisons parfaitement indifférentes à leur effort. Et nous avons donc cet aspect contracyclique et nous avons, grâce au calendrier législatif, une assemblée, c'est la question qui était posée, qui a le sentiment d'être liée par l'autorité considérable, il faut le reconnaître, du suffrage universel. Vous avez évoqué l'idée d'un référendum du 6 mai. Cela voudrait dire que les députés n'ont plus le droit à la parole et à la libre appréciation parce qu'ils sont tenus par ce contrat de type référendaire, c'est-à-dire le suffrage universel. Sénateurs, nous ne sommes pas dans cette situation parce que nous sommes élus à une autre date, par d'autres électeurs, dans d'autres rapports de force, soit proportionnels, et nous en avons une démonstration avec nos prédécesseurs, soit majoritaires, ce sont d'autres types de comportements. Mais faut-il condamner toute respiration politique pendant 5 ans? C'est exactement la question que nous pose ce débat et que vous retrouverez sur d'autres sujets. Je l'évoque aujourd'hui à l'occasion de ce projet de loi, mais nous le retrouverons sur d'autres sujets. Pourquoi? Parce que ce contrat référendaire du 6 mai que vous évoquiez, il est extraordinairement ambigu. Le véritable socle, et on le voit d'ailleurs dans les sondages, c'était vrai pour le président Sarkozy, ça ne l'est plus encore pour le président Hollande. Le véritable socle du président, sa véritable légitimité populaire, c'est le 1er tour. Et au 2e tour, il fédère des voix différentes. Lorsqu'il accède au 2e tour, Madame Taubira, lorsqu'il accède au 2e tour, il fédère des voix différentes et ces voix différentes résultent d'un contrat. Ce contrat est-il global? Le serment des Folies Bergères vaut-il pour tous ceux qui ont voté au 2e tour François Hollande pour des raisons de nature profondément différentes? Je ne le crois pas pour ma part. Ensuite, nous avons des députés. Et nous avons des députés qui, avec raison, et j'en parle d'expérience parce que j'ai été élu, parce que j'étais candidat du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, dans une circonscription où j'étais parachuté, et j'ai d'ailleurs été battu pour les mêmes raisons 3 ans après. Donc, je comprends parfaitement que le député... Seule la longévité m'a permis d'acquérir une petite autorité personnelle. Je comprends parfaitement que les députés élus dans le sillage du contrat référendaire du 6 mai se sentent liés.
donnons-leur un peu de liberté. Et la respiration, la seule respiration qui existe, c'est la respiration référendaire, si nous voulons que l'opinion se dise « mais cette République est vivante, cette République nous écoute ». Est-ce une initiative totale? La réponse est non. Les grands présidents de la République ont utilisé la respiration référendaire, même lorsqu'ils n'y étaient pas contraints. Je ne parle pas des référendums sur l'indépendance de l'Algérie, je parle par exemple du courage du général de Gaulle, décidant de réformer les institutions régionales et le Sénat accessoirement, et acceptant 1 an après sa victoire triomphale de 1968, de remettre tout en cause au référendum de 1969. Le président Pompidou a choisi le référendum pour l'entrée de la Grande-Bretagne parce qu'il savait que c'était majeur pour la construction européenne. Le président Mitterrand l'a fait, et je l'ai soutenu pour la ratification des accords de Maastricht. Vous allez me dire, Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait. Parfois, je le regrette, et notamment dans les domaines de société, lorsqu'après la crise financière de 2008, il eût fallu réformer l'économie de notre pays et proposer des mesures de type courageuse. Mais à cette époque, et Jean-Michel Bailey l'a évoqué, le Parti socialiste se mobilisait sur un sujet majeur qui va bouleverser l'avenir de la société française pour des siècles, réclamer un référendum sur le statut de la Poste. Aujourd'hui, tout fonctionne bien. Merci, messieurs. Nous nous sommes épargnés ce rendez-vous. Alors, je dirais simplement, en forme de conclusion, sur ce premier point, que le référendum dans la République quinquennale, dans la République totalement présidentielle, c'est la respiration qu'attendent nos compatriotes. La deuxième raison, et je m'efforcerai d'être plus bref, et Madame le garde des Sceaux, c'est un hommage que je rends à votre initiative. Vous avez lancé un débat et vous l'avez fait avec conviction. À tout prendre, si l'on croit à quelque chose, mieux vaut y croire complètement. Et ce débat a suscité un immense intérêt dans l'opinion française. Je sais bien que le statut de la famille et le statut des cas très particuliers, mais qui méritent le respect, qui ont été évoqués par les uns et par les autres, pouvaient susciter de l'indifférence. C'était le risque. Il n'y a pas d'indifférence. Il y a au contraire un débat qui a été lancé, qu'on aurait pu traiter rapidement et bâcler à l'été. Le calendrier ne l'a pas voulu, et tant mieux. Nous avons un pays qui se retrouve dans des positions différentes, parfois conflictuelles, mais profondément mobilisé sur un débat dont il commence à mesurer qu'il ne concerne pas telle ou telle catégorie, mais qu'il concerne le pays tout entier. J'appartiens à un groupe UMP qui a une fierté. Cette fierté, c'est d'avoir donné à la fois la liberté de parole et la liberté de vote à chacun de ses membres. Je le dirais avec gravité, vous savez, je suis plutôt conservateur, je crois que cela se sait, et je suis assez traditionnaliste. J'essaye d'écouter les autres et de comprendre. Je pense profondément que ce débat aujourd'hui change la nature des relations entre ceux qui réfléchissent à l'hétérosexualité et ceux qui réfléchissent à l'homosexualité, et il ne faut que s'en réjouir. Car après tout, tous les homosexuels sont fils ou filles d'hétérosexuels. Je suis père de famille. Jamais je ne rejetterai le choix sexuel de mes enfants. Ce sont mes enfants, ce sont nos frères, ce sont c'est la famille. C'est plus difficile, évidemment, comme parent. J'ai envie d'être grand-parent, et je me dis que plus c'est simple, moins c'est compliqué. Mais quand même, je pense profondément que ce débat, il est en train de faire bouger le pays. Les homosexuels, et vous l'avez exprimé pour Madame à l'instant, ont parfois le sentiment d'être réprouvés. Ce n'est pas une tradition française. De la Révolution française à nos jours, si l'on accepte le cas très particulier de la loi de juillet de 42, mais j'en parlerai lorsqu'on évoquera le ministère de la Marine, ceux qui connaissent comprendront. À part cet exemple, il n'y a jamais eu de réprobation. Pourquoi Oscar Wilde a-t-il choisi la France? Parce que c'était une terre de liberté, et j'ai succédé dans ma circonscription à un ministre du général de Gaulle
qui était, et il l'affichait, parfaitement homosexuel, cela ne l'a jamais empêché d'être réélu pendant 40 ans. Et j'ajoute, j'avais avec lui des relations de confiance qui n'ont jamais été marquées par n'importe quelle réprobation. Ce dossier va continuer d'évoluer et la cause homosexuelle, la compréhension dans les familles, parce que c'est vrai qu'afficher d'être minoritaire n'est jamais facile. Afficher dans sa famille que l'on sera différent de ses parents n'est jamais facile. Mais cela est en train de bouger. Pourquoi brutalement arrêter une évolution qui progresse? Et j'ajoute que les points de vue de mes amis de l'UMP à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ne sont pas les miens, je les ai écoutés avec beaucoup de respect. Il y a un deuxième sujet que le doyen Gélard, avec son talent et avec son ironie discrète, a mis en avant. C'est en effet les deux sujets qui ne sont pas traités à cet instant. Et vous le savez, Madame le garde des Sceaux, c'est la marchandisation du corps humain qui se profile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a adoption, il y aura demande. Et lorsqu'il y a une demande, il y a une offre. Et quand une offre s'organise, et c'est le libéral en économie qui s'exprime, cette offre, elle s'organise et elle cherchera d'une façon ou d'une autre la solvabilité. Cela existe déjà dans d'autres pays du monde. Nous avons le devoir absolu, puisqu'on ouvre la porte de l'adoption, de ne pas tromper ceux auxquels on prétend apporter une réponse à leurs besoins de continuité dans le temps, leur besoin de se prolonger et d'être aussi une famille, parce que lorsqu'ils vieilliront, ils auront envie d'avoir de la jeunesse autour d'eux, une jeunesse qui sera d'ailleurs peut-être hétérosexuelle, parce que rien ne dit que le choix des enfants des homosexuels soit l'homosexualité, puisque le choix des hétérosexuels font des enfants homosexuels. Donc il y aura cette redistribution, il y aura ce besoin d'adoption, il sera sans doute marginal, les chiffres, l'étude de l'INSEE le prouvent très largement, mais ce choix-là, il va peser sur la demande d'adoption au détriment de tous, et il va poser ces deux problèmes que le doyen Gélard a évoqués avec autorité, celui de la filiation, car qu'on le veuille ou non, et lorsque l'on avance en âge, on a plus encore envie de savoir d'où l'on vient. On ne peut pas refuser à un citoyen français de savoir d'où il vient, parce que ce sont ses racines qui lui donnent le courage d'affronter la vie et les perspectives qui les attendent. C'est la raison pour laquelle ce débat ne peut pas s'arrêter à cet instant et vous avez lancé un débat. Ce débat est un succès. J'ai presque envie de dire que les manifestations sont un hommage rendu au débat que vous avez ouvert, mais n'interrompez pas ce débat. Et en effet, ce débat n'aura de sérieux, n'aura de responsabilité, je voudrais terminer sur ce second point, que s'il se conclut par un vote populaire. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans le domaine du yaka-faucon et qu'on peut exalter sa différence, les plus traditionnalistes de ma famille iront répéter qu'on ne peut rien changer parce que tout est parfait. Les plus exigeants des vôtres diront qu'il faut tout changer parce que rien n'est parfait. Mais lorsqu'il faut voter et lorsqu'il faut en débattre, par exemple, au déjeuner du dimanche, parce que le dimanche existe encore, dans les familles, parce que les familles existent encore, eh bien, on en parlera sérieusement. Si l'on doit voter, si l'on doit s'affronter, on s'affrontera. Mais s'il faut voter, chacun prendra sa part de responsabilité. Je voudrais conclure plus brièvement par une dernière raison qui fait que vous ne pouvez pas échapper à ce débat populaire. C'est qu'il s'agit d'un bien commun à tous les Français. L'étude de l'INSEE rappelle les chiffres. 32 millions de Français vivent en couple. 70%, 73% sont mariés. Une vingtaine de pourcents doivent être en union libre. D'autres ont choisi le PACS. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans un pays où le mariage n'est obligatoire en rien, il n'y a plus de pression morale, sauf ceux qui s'autocensurent, mais la loi ne leur impose pas. Il n'y a plus de pression sociale, il n'y a plus de pression juridique, monsieur le doyen, puisque les enfants sont les mêmes. Je me souviens avoir été collé à un examen de droit sur quels enfants peut-on légitimer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et les règles ont parfaitement changé. Il n'y a pas ces pressions patrimoniales, il y a certainement des imperfections juridiques, et c'est la raison pour laquelle, dans ce débat, vous avez proposé le contrat d'union civile. Il n'y a pas d'autre raison de se marier aujourd'hui que de le vouloir, c'est-à-dire un acte de foi où on construit sa vie et on décide qu'on va
en choisissant une personne, construire la vie, transmettre la vie avec cette personne-là, qui a un visage et à laquelle vous rendrez des comptes tout au long de votre vie, même si vous divorcez, parce qu'elle sera toujours le père ou la mère de vos enfants que vous aurez voulu en même temps. Eh bien, ce patrimoine qui est voulu, ce patrimoine mérite le respect, ce patrimoine mérite qu'on donne la parole au peuple français. Merci.